Première partie. La guerre du sang. Moi, Xié, fils de Can, qui fut le plus grand des enfants d'Ila, voilà où j'en suis réduit, à noter les événements de ma vie, afin que si je péris avant le terme naturel de mon existence, et il est loin car je suis solide, l'on sache la vérité sur mes actes. Et l'on sache aussi que ma mort ne peut être attribuée qu'à la fourberie de Rère, l'infâme. Je sais que si cet écrit était trouvé maintenant, je périrais inévitablement. Mais maintenant, peu importe. Ila est puissante, c'est la reine du monde, et l'ignoble Rère la dirige. Moi, Xié, j'ai vaincu les ennemis. Sans moi, Ila ne serait que cendre. C'est ma vaillance qui a tout sauvé. Oui, je sais. Rère fait dire que ce sont ces machines qui nous ont valu la victoire. Mais que sont les machines lorsque les cœurs vaillants ne se trouvent pas pour les manœuvrer et les diriger? C'est moi, Xié, qui suis le véritable sauveur d'Ila. Et avec quel dédain je suis traité. Je crache sur ce misérable Rère que je briserai d'un soufflet. Qui lira ces mémoires? Personne, sans doute. Je vais les enterrer profondément, hors de toute atteinte. Et il faudra que la terre s'en trouve pour qu'ils revoient la lumière. Mais, si on les lit, on saura l'infamie de Rère et ma gloire. Ila qui court à sa ruine n'existera plus. Ila, le joyau du monde. Ceux qui ne l'auront pas connu ignoreront la douceur de vivre. J'écris ces lignes en me servant de signes géométriques. Ils constituent la langue universelle. Tant que l'homme raisonnera sur la terre, il saura que deux angles droits sont égaux et que deux lignes parallèles ne peuvent se rencontrer. Si ce manuscrit est retrouvé, l'on cherchera et l'on déchiffrera mes mémoires, car l'ingéniosité de l'homme est illimitée. Ila n'est qu'une ville. Elle se compose d'un mamelon affectant la forme d'un cercle parfait. Qu'on se figure un cylindre d'un diamètre de 17 km et d'une hauteur de 700 mètres. Tel est Ila. Ce cylindre est creux. Il renferme les habitations, les monuments des Iliens. Chaque habitation communique avec l'extérieur au moyen d'un puits vertical. Au-dessus de ce puits, des miroirs paraboliques qui se déplacent automatiquement au moyen de la force fournie par le sélénium, de façon à suivre le mouvement apparent du soleil dans le ciel et à diriger ses rayons caloriques et lumineux à l'intérieur des habitations, sont installés. Le dessus de la ville forme une immense terrasse au centre de laquelle se dresse la pyramide de pierre dure, où se tient le Conseil suprême. À la base de cette pyramide sont les casemates renfermant les machines à sang, les abattoirs, les étables des hommes singes. Plus bas sont les ouvertures des puits du métal par excellence, autour desquels coulent les sources de l'appât. Et non loin des mines, les oubliettes, où l'on meurt lentement de faim. Jusqu'en ces dernières années, Ila, maîtresse du monde, paraissait invulnérable. Les courants magnétiques émis par les pylônes dissimulés dans la pyramide de pierre dure suffisaient à protéger la ville, en rendant fous tous ceux qui s'approchaient dans un certain rayon. Mais les Nouriens ont réussi à neutraliser les vibrations magnétiques, et il a fallu trouver autre chose. La vie à Ila est heureuse, mais monotone. Moi, je n'aime que la guerre et les combats. À Ila, tout est calme. Les Iliens n'ont aucun effort à faire. Le mélange de verre et des métaux dont sont faits les planchers des maisons produit des émanations magnétiques, dont la force est calculée pour contrebalancer les 97 centièmes des effets de la gravitation. Ainsi, un homme pesant 100 kilos n'en pèse plus que 3.
Il peut ainsi se mouvoir avec un effort infime et se sent supporté par l'air comme un nageur par l'eau. Ses pas effleurent le sol. Les accumulateurs de lumière font régner dans les 101 étages dont se composent les maisons d'Ila une clarté constante. À intervalles réguliers, les machines à sang irradient des courants osmotiques qui font passer dans les tissus des Iliens la nourriture nécessaire à l'entretien et à la prolifération des cellules, et cela sans qu'ils s'en rendent compte. Les cimetières ont été supprimés depuis 2 siècles. Les courants électriques désagrègent les corps, les dissocient, et la désagrégation de cette matière humaine dégage une énergie formidable qui sert à produire les courants magnétiques protecteurs d'Ila. Et R'er règne. R'er, un cerveau, une machine à calculer, pas de cœur ni de nerfs. C'est lui qui a imaginé les machines à sang, le chef-d'œuvre de la création, assure-t-il. Il vit seul, dans la salle des machines, dans la crypte située sous le sommet de la pyramide. Et le Conseil suprême lui obéit. Son petit-fils, Tupaou, le fiancé de ma fille Silmé, est un brave, un garçon comme moi, qui aime les combats, les luttes, qui méprise les faiseurs d'équations. Son grand-père le sait et ne l'aime guère. Il est capable de tout, R'er. Et son homme, Lim, est pire que lui. Pauvre Silmé. Mais allez donc faire entendre raison aux jeunes gens. Après tout, j'ai eu mon temps. Ce matin, il y a eu réunion du Grand Conseil suprême, dans la salle de bronze, au sommet de la pyramide. On m'avait convoqué. Lorsque j'arrivais, R'er était déjà là, en compagnie d'Ilg, l'électricien, de Yeloug, le chimiste, de Grossé, le chef de la milice, et de Fangar, l'aériste, et aussi, naturellement, de l'infâme Lim. Lim, un grand gaillard brun, brave, oui, et fainéant aussi, prêt à tout, pourvu qu'il y ait un profit. Le bras droit de R'er. Il me regarda en riant, je pense. Mais sans doute comprit-il que R'er l'observait et que de mon côté je ne supporterais pas un affront. Il me salua cérémonieusement, et de sa voix aimable et flatteuse, il m'invita à m'asseoir sur le siège des invités. Car moi, Xié, le chef de l'armée d'Ila, je ne suis admis au Grand Conseil que lorsqu'on m'y invite. Ces savants me méprisent. Je le leur rends bien. R'er, comme toujours, était plongé dans ses réflexions. C'est à peine s'il me montra, par une légère inflexion des sourcils, qu'il avait remarqué mon entrée. Yeloug, Ilg et Grossé causaient à voix basse. Des mécaniques à formules branchées sur des ambitieux aigris, ces 3 personnages. Yeloug, un gros homme chauve qui a continué à se gorger de nourritures immondes, on prétend qu'il descend dans les mines où travaillent les hommes singes, pouvoir absorber en leur compagnie des viandes et des herbes, comme un animal. R'er le méprise, mais se sert de lui. Ilg, l'électricien, est maigre et osseux. Il est souple et insinuant. Un habile technicien. J'avoue que ces bombes radiantes, qui suppriment toute vie dans un rayon de 100 mètres et plus, ont rendu de grands services pendant la dernière guerre. Mais cela n'empêche pas Ilg d'être un lâche et un menteur. Grossé vaut mieux que lui. Nous sommes assez amis. Mais c'est un ambitieux. Je me demande si l'on peut se fier à lui. Il a réussi à se faire admettre au conseil, alors que moi, je n'y suis pas admis. Encore une tactique de R'er pour nous diviser. Il ne se doute pas, R'er, que je le perce à jour. Fangar, le chef aériste, est un vieil ami. Nous nous sommes appréciés. Et c'est lui que j'aurais voulu pour gendre, si Silmé n'avait pas fixé son choix. Quand je pense que mon petit-fils sera aussi celui de R'er et deviendra peut-être un de ces savants desséchés. J'étais ainsi perdu dans mes réflexions lorsque la porte de bronze s'ouvrit
et laissa passer les vieillards du Grand Conseil. Des vieux débris, parvenus à la fin de leur vie. L'un d'eux, Gador, est âgé de 217 ans. Naturellement, ils agissent, pensent encore. Ils raisonnent par la force de l'habitude. Merer les mène et leur suggère les décisions qu'il attend d'eux. J'ai pu le remarquer encore une fois. Ils sont arrivés en silence. Grâce aux effluves qui neutralisent les effets de la gravitation, ils avançaient sans effort. Mais leurs visages ridés, leurs yeux éteints, l'affaissement de leurs traits disaient assez leur décrépitude. « Voici la raison de cette séance », commença Rere sans préambule. « La guerre est inévitable. Oui, les Nouriens ne nous menacent pas, mais nous avons besoin d'eux. Et ils ne nous rendront jamais le service que nous attendons d'eux. Service indispensable. Les machines à sang qui produisent les effluves psychophysiologiques permettant à notre peuple de se nourrir et d'atteindre un âge moyen de 167 ans, statistique des 21 dernières années, ne me satisfont plus. J'ai réfléchi, calculé, médité. Il résulte de mes calculs que nos organes peuvent durer 2 fois plus. Seulement, il faut leur demander moins d'efforts. Pour absorber les effluves des machines à sang, notre corps est soumis à un travail intensif. Conséquence naturelle, ces effluves étant produits au moyen de sang de porc et de singe. Pour alléger cet effort, pour réaliser la presque perfection, il faut employer du sang pareil à celui qui coule dans nos veines. Du sang humain. Le reste va de soi. J'ai calculé et établi quel était le changement exact nécessité par mes nouvelles formules. Les vibrations des machines devront être abaissées. J'en connais le nombre précis. 7000 singes et 4000 porcs étaient nécessaires annuellement. Maintenant, pour les remplacer, il nous faut 8400 humains, adultes. Nous ne pouvons les demander à notre peuple. Restent les Nouriens. Ils devront nous livrer un nombre semblable d'hommes bien constitués, choisis par nos physiologistes, et dont la force sera mesurée, ainsi d'ailleurs que la quantité exacte de globules de leur sang. Moyennant quoi, la durée de la vie à Hila sera portée à une moyenne de 350 ans. Cela posé, rien ne peut nous empêcher, dans l'intérêt même de la civilisation, d'agir. Envoyer un ultimatum aux gens de Nour serait stupide. Ils demanderaient des explications et, après s'être suffisamment préparés, décideraient la guerre. Il faut les surprendre, faire le plus possible de prisonniers. On en trouvera l'emploi. Le Conseil a-t-il quelque observation à faire au sujet de cette décision ? Un hochement de tête général répondit seul à cette question. Le Conseil approuvait. Il approuvait toujours. Rere me lança un regard aigu. « Vous avez entendu, Xié ?» dit-il de sa voix sèche. « Des explications seraient inutiles. Nous sommes à partir de maintenant en état de guerre avec Nour. Tous les moyens doivent être employés pour vaincre. Vous avez tout pouvoir, et souvenez-vous que la guerre la plus féroce est la plus douce, car elle est la plus courte. » Tous les regards s'étaient tournés vers moi. « Je suis à la disposition de ma patrie, » répondis-je en frémissant intérieurement d'horreur. Mais je n'osais pas regarder Rere, de peur qu'il ne devinât mes sentiments réels. « Notre victoire est sûre, » reprit Rere de sa voix cassante. « Nos soldats et nos aéristes emploieront la pierre zéro, qui, exposée à une certaine température,
libèrent l'énergie contenue dans la matière et provoquent des explosions qui anéantissent toute vie dans un rayon donné. Nous ne nous sommes pas encore servis de cette invention mienne, pour des raisons aujourd'hui périmées, de la sensiblerie. Lorsque les gens de Nour auront vu quelques milliers des leurs ainsi réduits en poussière, ils écouteront la voix de la raison. Ils se souviendront qu'ils sont tous mortels, et qu'en nous livrant un certain nombre des leurs, ils ne feront qu'avancer la mort de ces derniers et prolonger la vie du reste de leur population. C'est ainsi. Mais ce raisonnement si simple et si clair ne sera compris par eux qu'après l'extermination préalable d'une de leurs armées. Nous n'y pouvons rien. Passons à la seconde décision à prendre. Les délibérations du Grand Conseil me font perdre du temps. Mon temps est précieux. Chacun ici le sait. Évitons cette dilapidation. J'ai décidé, dans ce but, qu'à l'avenir je ferai savoir mes décisions en leur temps aux membres du Conseil. Tout le monde y gagnera. Rare n'alla pas plus loin. Un des vieillards, Foug, s'était dressé de son fauteuil. « C'est la dictature, alors !» s'écria-t-il. « Nous ne pouvons pas accepter cette... C'est le règne de la raison, et malheur à ceux qui ne le comprendraient pas !» répondit Rare en regardant fixement l'interrupteur. « Moi, je ne le comprends pas !» déclara Foug nettement. « La raison nous dit que la cervelle de l'homme est sujette à l'erreur, et qu'un seul individu ne peut avoir la prétention de la faillibilité. Les 999 millièmes de votre immense science, Rare, vous ont été transmis. C'est de la science accumulée par nos ancêtres. Vous n'en êtes pas l'unique dépositaire. Si vous y avez ajouté quelque chose, ce qui est vrai et que nous ne contestons pas, vous n'avez fait que suivre l'exemple d'innombrables devanciers. Notre devoir à nous est de vous aider et de vous contrôler, comme vous nous contrôlez vous-même. Telle est la loi d'Ila. » Des murmures d'approbation accueillirent ces paroles sensées, mais imprudentes. Lim, l'infâme, lança un regard sinistre au protestataire, dont j'étais. Rare resta impassible, mais je crus voir un coin de ses lèvres minces se soulever en signe de mépris. Je le reconnus, cet imperceptible rictus. Rare me l'avait déjà montré, le jour où il foudroya des délégués du peuple qui voulaient faire arrêter le mouvement des miroirs solaires pour jouir d'un peu d'obscurité. Une fureur soudaine me saisit. « Foug a raison !» m'écriai-je. Ma voix résonna fortement dans le silence qui s'était fait. Rare accentua son rictus. « Les militaires sont faits pour se battre, et non pour raisonner, Xié !» siffla-t-il. « Et au surplus, nul ne vous demande votre avis. La seconde résolution n'est pas adoptée. Elle sera représentée. L'état de guerre existe entre Ila et Nour. La séance est terminée. » Rare, sur ces mots, se leva et disparut par la petite porte faisant communiquer la salle du Grand Conseil avec son laboratoire. Lim le suivit. Yelug et Ilg sortirent les premiers, ensemble. Puis les vieillards du Conseil quittèrent la salle. Je pus constater que Foug restait légèrement à l'écart, que ses collègues, craignant la haine de Rare, le désapprouvaient. Des lâches, ces misérables débris. Ah, Rare les connaissait. Il n'avait pas daigné insister. J'en entendis un qui murmurait. « Et s'il est vrai que les nouvelles machines à sang peuvent allonger notre vie d'1 siècle, Rare ne peut qu'être approuvé. Nous sommes encore jeunes, et nous pouvons... » Jeunes, ces vieilles ruines. Quelle misère. Je sortis moi-même derrière Grosset et Fangar.
Grosé, je le vis bien, ne tenait pas à ce que je lui parlasse. Fangar, moins couard, s'approcha de moi et me déclara qu'il était à ma disposition pour les opérations de guerre. « Je vous verrai dans 1 heure », répondis-je en le laissant. J'avais hâte, en effet, d'être chez moi. On eût dit que j'avais le pressentiment des malheurs qui m'y attendaient. Quatre hommes singes muets gardaient la salle du Grand Conseil. Je pus constater qu'ils paraissaient plus fébriles que de coutume et que les grenades de gaz empoisonnées dont ils étaient armés tremblaient dans leurs mains velues. Ils me saluèrent. Je passais, vaguement inquiet. Je n'ai jamais pu approuver cet emploi des hommes singes. Ce sont des brutes, des descendants de nègres que nos savants ont réussi à faire régresser vers le type primitif. Par des nourritures appropriées, par des exercices savamment dosés, nous avons réussi à atrophier le cerveau de ces anthropoïdes et à décupler la vigueur et l'endurance de leurs muscles. Un homme singe peut soulever 700 kilos et travailler 5 jours sans arrêt aux tâches les plus dures, sans pour cela atteindre la limite de ses forces. Que l'on ait employé les hommes singes dans les mines de métal par excellence, rien de plus juste. Leur force, leur endurance, leur docilité, leur stupidité y sont utiles. Mais que Rare, dans son astuce féroce, ait songé à s'en faire des gardes du corps, voilà ce qui m'enrage. Ces hommes singes ont été soigneusement dressés par Lim, comme des chiens. Ils sont muets, ne connaissent que Lim et Rare, qui seuls savent s'en faire comprendre. Si Rare le voulait, tous les citoyens d'Ila seraient exterminés en quelques minutes par les grenades foudroyantes dont sont munis ces brutes. Voilà où nous en sommes, et personne n'ose protester. J'ai suivi les couloirs aux murailles lumineuses et suis sorti de la pyramide par le puits numéro 3. Dans le couloir donnant sur la porte extérieure, plus de 20 hommes singes veillaient. Je ne me suis pas attardé à essayer de savoir ce qu'ils faisaient. J'ai compris que Rare était prêt à tout. Je m'en doutais. Une fois sur le glacis qui entoure la pyramide, je me suis dirigé vers le 340e rayon, rangée 14. C'est là où est ma demeure. Les maisons d'Ila se composent chacune de 101 étages et sont longues d'environ 1000 mètres. Chacune d'elles forme le rayon d'un cercle dont la pyramide occupe le centre. Des terrasses les surmontent. Ces terrasses sont percées de puits que dominent les miroirs distributeurs de chaleur et de lumière. Autour de ces puits sont les ascenseurs qui desservent les différents étages. En quelques minutes, j'ai atteint l'ascenseur conduisant à mon foyer. M'étant arrêté devant le balcon sur lequel donne la porte d'entrée de ma demeure, je vis que cette porte était restée entr'ouverte. Pourtant, Silmé, lorsqu'elle est seule, s'enferme toujours depuis la mort de sa pauvre mère. Pourquoi avait-elle laissé cette porte ouverte ? Je me sentis pris d'une terrible inquiétude. Silmé est la fiancée du petit-fils unique de Rare. Mais est-ce que cela compte pour ce cerveau ? Je me demande même s'il ne sacrifierait pas sa vie pour l'accomplissement de ses desseins. « Silmé » m'écriai-je. « Silmé !»« Elle est ici, Seigneur Xié !» fit une voix que je reconnus. La voix de Tupaou. Je me précipitai vers la salle de réception. Silmé, ma pauvre Silmé, pâle, exsangue, était étendue sur un divan. Un pansement rouge enserrait sa frêle poitrine. « Silmé !» m'écriai-je. « Ma petite Silmé !»« Elle a été, je pense, poignardée par un homme singe !» murmura Tupaou en se précipitant à ma rencontre. J'étais allé comme chaque jour la chercher à l'école des hautes études féminines. Je la vis sortir avec ses compagnes. De derrière un des pylônes, soutenant les miroirs paraboliques, un individu. C'était sûrement un homme singe, mais il était masqué et je n'ai pu voir ses traits. S'est jeté sur elle. J'ai entendu un cri. J'ai vu Silmé tomber, et le meurtrier a fui. Sans penser à le poursuivre, je me suis précipité vers ma fiancée. Elle avait un poignard enfoncé dans la poitrine.
Et l'assassin, que personne n'a pu reconnaître, a disparu en se laissant glisser le long des câbles d'un des puits. J'ai transporté moi-même Silmé ici. 3 médecins sont venus. La blessure est grave, mais Silmé guérira. Son cœur a été recousu. Je ne répondis pas. Ma pauvre Silmé. Elle reposait. Je savais qu'en la réveillant, je risquais de provoquer sa mort. Je me retins. Longuement, je regardais ma fille. Je me doutais d'où venait le coup. Mais je n'osais malgré tout dire à Tupaou que je tenais son grand-père pour un immonde assassin. 2 minutes s'écoulèrent en silence. Au battement plus fort de mes artères et à la légère congestion qui m'oppressait, je me rendis compte que c'était le moment du repas. Les effluves nourriciers produits par les machines à sang pénétraient à travers les pores de ma peau et me revivifiaient. Il fallait rester calme, sous peine de risquer une congestion. « Si vous voulez m'accorder un entretien, Seigneur Xié, dit enfin Tupaou, je me permettrai de vous exposer des choses de la plus haute importance, et qui doivent être connues que de moi et de vous, pour le moment. » Je regardais Tupaou. Quel brave garçon. La loyauté et la franchise se lisaient dans ses yeux noirs, sur son front de 20 ans. Tout dans sa personne disait la droiture et le courage. Pendant la durée d'un éclair, l'idée me vint que Tupaou, cédant aux ordres de son grand-père, allait m'annoncer qu'il renonçait à Silmé. J'en aurais été fort aise après tout. Mais je savais que le chagrin eût tué ma fille. Le cœur serré, je jetai un dernier regard à Silmé et je fis signe à Tupaou de me suivre dans mon cabinet de travail. « Nul ne peut nous entendre ?» questionna-t-il à voix basse. « Mon grand-père a fait installer dans la crypte de la pyramide des microphones sensibles aux vibrations les plus lentes, les plus courtes, et capables de différencier les voix humaines et tous les bruits. »« Je le sais, » répondis-je. En effet, Fangar l'aériste m'avait averti de ce détail, et j'avais fait installer depuis quelques jours, par un électricien de mon état-major, des appareils destinés à arrêter les ondes sonores produites dans mon cabinet de travail. « Parlez sans crainte, » repris-je. Tupaou se pencha vers moi, jusqu'à ce que ses lèvres touchassent presque mon oreille. « Si Rère connaissait les paroles que je vais prononcer, » me dit-il d'une voix que j'entendis à peine. « Ma mort serait inévitable. » « Inévitable, » répéta-t-il en me regardant bien dans les yeux. « Vous pouvez parler, » dis-je. Je me fis au père de Silmé. « Eh bien, ce matin, Rère m'a expliqué que vous étiez son plus mortel ennemi, qu'il savait que vous le détestiez et que vous étiez le seul obstacle entre lui et le pouvoir suprême. « Je vais tenter une dernière expérience, » m'a-t-il déclaré. « Je vais annoncer mes intentions de ne plus admettre la discussion de mes décisions. Je saurai ainsi, sans erreur possible, ce que pense Xié. S'il est mon ennemi, je l'anéantirai. Vous étiez au Conseil suprême tout à l'heure. J'en viens. Rère vous a exposé ses intentions. Oui et non, mais il sait à quoi s'en tenir sur ce que je pense. Je ne le lui ai pas caché. J'ai eu tort. Mais déjà, il avait fait assassiner ma fille. Silmé ne mourra pas, Seigneur Xié. Peut-être pas cette fois-ci, mais elle mourra sûrement si elle reste à Hila, répondis-je. Tupaou comprit que je disais la vérité. Autant que moi, il connaissait Rère. « Il faut fuir, Hila, » murmura-t-il, accablé. « Et où aller ?»« À Nour. Nour, oui. Notre seul refuge était à Nour. Nour dont l'empire, 50 fois plus étendu que celui d'Hila, avait ses frontières à moins de 6 heures de vol de notre patrie. Mais Tupaou ne savait pas encore la vérité. Je la lui appris. Suivant la décision du Grand Conseil suprême, je dois sans aucun retard tout préparer pour attaquer Nour, répondis-je. Attaquer Nour? Mais le roi Uno est un ami de Rère. Il lui a envoyé il n'y a pas 8 jours plusieurs centaines de kilos de minerais de métal par excellence pour suppléer à l'insuffisance de l'extraction chez nous, à la suite de l'épidémie qui a atteint le personnel de nos mines. Nous, je sais,
Mais nous devons attaquer les Nouriens et en anéantir le plus possible. Telle est la décision de R'hэр et du Grand Conseil. Partir pour Nour, c'est déserter, et peut-être nous faire massacrer par les Nouriens. À moins qu'ils ne nous gardent comme otages et ne nous livrent à R'hэр. Tupaou frissonna. Il connaissait le caractère de son grand-père et savait que sa vengeance serait affreuse. Une plainte légère nous fit pâlir. Silmé appelait. Nous bondîmes dans le salon. La blessée était toujours étendue sur le divan. Elle semblait dormir. Nous attendîmes en silence. Silmé ne bougea pas, n'articula aucun son. Nous regagnâmes mon cabinet de travail. Nous nous regardâmes. « Alors nous sommes livrés à la férocité de R'hэр », fit Tupaou, dont les yeux lançaient des éclairs. « Puisque nous ne pouvons nous réfugier à Nour, il ne nous reste plus qu'à mourir. Car me soumettre, jamais. R'hэр ne veut pas que j'épouse Silmé. Et sans elle, la vie m'est impossible. Il y a encore un moyen. Nous emparer de R'hэр, dis-je, mes yeux fixés sur ceux de Tupaou. Pour moi, j'y suis résolu. Le vieux Foug sera avec nous. Fangar, le chef des aéristes, ne nous refusera pas son concours, j'en suis sûr. Écoutez, Tupaou, le génie du mal est en votre grand-père. R'hэр a imaginé de nourrir les machines avec du sang humain pour remplacer le sang des animaux avec lequel elles fonctionnent actuellement. Pour se procurer ce sang d'homme, il compte vaincre les Nouriens et les obliger à lui livrer chaque année des milliers de victimes. Je vous le dis, moi, nous serons peut-être vainqueurs cette fois, mais nous ne le serons pas toujours. Et alors, qu'arrivera-t-il ? Le Conseil suprême est composé de vieillards qui aiment la vie. Les vieillards sont plus attachés à l'existence que les jeunes gens. L'on apprécie davantage ce que l'on craint de perdre. Ils voudront vivre, prolonger leur existence. Les machines, une fois gorgées de sang humain, émettront des radiations qui, d'après R'hэр, prolongeront d'1 siècle au moins la moyenne de l'existence. Il faudra qu'elles continuent à fonctionner. S'il n'y a pas de captifs pour les nourrir de leur sang, l'on prendra des gens d'Ila. Ce sera le crime installé chez nous. Chacun voudra vivre longtemps. Chacun tremblera de servir d'aliment aux machines à sang. Et Ila finira dans le crime et l'assassinat. Pour empêcher cela, il faut nous emparer de R'hэр et lui faire livrer son secret maudit et l'anéantir. J'avais prononcé tout d'une haleine ces quelques phrases. Tupaou ne répondit pas. Il avait compris tout, et même ce que je n'avais pas dit. Il sentait que non seulement le secret de R'hэр devrait être anéanti, mais que R'hэр lui-même devrait être réduit à l'impuissance. Et la seule façon de réduire un être comme R'hэр, c'était la mort. Et c'était son grand-père, le père de sa mère. Il arrive souvent que nous ne nous rendons pas un compte exact, que nous ne réalisons pas certains événements avec leurs conséquences. Moi-même, lors du Conseil suprême, je n'avais pas envisagé les effets horribles de la nouvelle invention de R'hэр. Sur le moment, j'avais surtout pensé à mes responsabilités de chef d'armée. Et ensuite, la proposition de R'hэр, tendant à le laisser seul maître des destinées d'Ila, m'avait indigné et m'avait empêché de réfléchir aux conséquences de son épouvantable trouvaille. Ce n'était qu'en parlant à Tupaou que peu à peu les résultats inévitables de l'invention de R'hэр m'étaient apparus. « Je suis avec vous, fit Tupaou, en me regardant bien en face. On pourrait pour commencer détruire les machines à sang. Et comment vivrions-nous ? Depuis plusieurs générations, notre estomac est atrophié. Nous ne pouvons plus nous nourrir que par les radiations des machines. Oui, je sais, on assure que Yeloug descend souvent dans les mines pour se faire donner de la nourriture grossière des hommes singes. Mais Yeloug est une exception. Et nous n'aboutirions, en cas de réussite, qu'à soulever contre nous tout le peuple d'Ila. Et non seulement nous serions perdus, mais le pouvoir de R'hэр en serait encore augmenté. Il faut de la patience, du temps. R'hэр n'aurait qu'à annoncer aux Iliens qu'il va prolonger leur vie pour obtenir d'eux tous les pouvoirs. Le Conseil suprême serait balayé. S'il ne l'a pas fait,
c'est qu'il veut éviter de donner l'alarme aux gens de Nour, qui comprendraient instantanément le sort que leur réserve la nouvelle invention. Mais une fois la guerre déchaînée, Rare ne manquera pas de s'expliquer. C'est pour cela que tout à l'heure, il n'a pas daigné insister pour obtenir les pouvoirs dictatoriaux qu'il sollicitait du Conseil. Il sait qu'il les aura quand il le voudra. « Alors, que pouvons-nous faire ?» demanda Tupaou, frémissant. « Nous emparer de Rare. Nous nous en emparerons, ou je périrai. Je suis prêt à tout !» s'écria le jeune homme. « Doucement, la moindre imprudence peut nous perdre. Par ces espions, Rare doit savoir que vous êtes venu ici, Tupaou, que c'est vous qui avez transporté Silmé chez moi. Lim et sa police sont partout, et l'épouvantable génie de Rare a imaginé les appareils les plus extraordinaires pour épier, surveiller, enregistrer, surprendre. Nous en connaissons quelques-uns. Nous ne les connaissons pas tous. Mais nous vaincrons. Notre principal atout, c'est vous-même, Tupaou. Quoique Rare se méfie de vous. Il nous faudra surprendre les hommes singes de sa garde, forcer les portes de la pyramide, des portes, nous le savons, dont les mécanismes renferment 1000 dangers de mort. Nous vaincrons. Je suis en ce moment en péril de mort. Rare veut ma perte. Sans doute attendra-t-il que les premières opérations de guerre contre les Nouriens aient commencé. C'est mon seul espoir. Au reste, je ne crains pas la mort. Maintenant, vous allez vous retirer. Vous pourrez revenir dans la journée. Rare trouvera naturel que vous veniez prendre des nouvelles de Silmé. Mais ne voyez personne. Rare vous fait certainement épier par Lim. Ce sera le premier à qui je réglerai son compte. À bientôt. Pauvre Tupaou. Il me regarda. Je le compris, la pensée de se séparer de Silmé lui broyait le cœur. Il le fallait. « Allez, Tupaou, dis-je. » Nous passâmes dans le salon. Silmé continuait à reposer sous l'influence de l'anesthésique administrée par les médecins qui l'avaient opéré. Tupaou prit sa petite main blanche et, tendrement, l'appuya contre ses lèvres. « À bientôt », répéta-t-il avant de sortir. Hélas, j'étais aussi angoissé que lui. Le chagrin que me causait l'état de ma pauvre enfant luttait dans mon cœur avec ma rage et ma haine contre l'infâme Rare. Mais ma résolution était prise, aller jusqu'au bout. L'un de nous deux, Rare ou moi, devait périr. Que ne savais-je ce que je devais savoir depuis ? D'épouvantables catastrophes eussent été évitées.